Cameroun, le grand braquage démocratique. Comment Paul Biya a transformé les urnes en cadenas contre le MRC. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, parce que ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, ce n'est pas un simple fait politique. Non. C'est un drame national, une tragédie camerounaise qui mérite d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme le dit le proverbe de chez nous, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Ici, le chien, c'est l'opposition. Et celui qui tient la corde pour attacher le caillou avant de jeter dans la Sanaga, c'est bien évidemment le système Biya. Oui mes frères, ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, c'est une opération politique savamment orchestrée, une symphonie de manœuvres où chaque note a été soigneusement calculée. On ne parle pas ici de coups de matraque dans la rue, non. On parle de quelque chose de beaucoup plus raffiné, un verrouillage électoral qui transforme la démocratie en simple décoration de salon. Et c'est Jeune Afrique qui a levé le voile. Derrière les grandes déclarations sur la paix et la stabilité, se cache un plan froidement pensé pour neutraliser le MRC de Maurice Kamto, et l'empêcher d'exister dans les institutions décentralisées. Ce n'est plus de la politique, mes frères, c'est de la chirurgie à cœur ouvert sur la démocratie. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés, et de pièges institutionnels où rien n'est laissé au hasard. Chaque mouvement, chaque détail, est une pièce d'un puzzle dont l'image finale est claire. Étouffer l'opposition pour l'éternité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie. Mais avant de plonger ensemble dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à votre chaîne préférée Kamé News, et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne vous sert pas l'actualité fade et tiède comme du riz sans sauce. Non. Sur Kamé News, on vous donne la vérité bien épicée, pleine de rebondissements, servi sans filtre et assaisonné avec le piment satirique du terroir. Alors accrochez-vous bien, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. C'est une plongée dans les entrailles d'un système politique qui a fait du Cameroun un laboratoire du verrouillage démocratique. Et croyez-moi, après avoir entendu ça, vous ne verrez plus jamais les élections camerounaises de la même manière. Partie 1, le choc des interpellations violentes et la montée au créneau du clan Eto'o. Mes frères, asseyez-vous bien, servez-vous un verre d'eau glacée, parce que ce que nous allons décortiquer ici, ce n'est pas un simple fait divers politique. Non. C'est une véritable tragédie à la camerounaise, une pièce de théâtre grandeur nature où chaque acteur joue son rôle avec un mélange de peur, de calcul et d'hypocrisie bien huilée. Tout a commencé avec ces fameuses interpellations musclées qui ont secoué le pays comme un orage en saison pluvieuse. Des jeunes, des proches, des sympathisants présumés du camp Eto'o, se sont retrouvés arrêtés, brutalisés, traînés comme des malfaiteurs, simplement parce qu'ils affichaient une proximité politique avec l'ancien capitaine des Lions indomptables. Oui mes frères, on ne parle pas ici de bandits de grand chemin ni de voleurs de bétail, on parle de Camerounais ordinaires, taxés de criminels pour leur simple choix d'opinion. Et comme souvent chez nous, le spectacle s'est déroulé en 2 actes. Premier acte, la brutalité. Les forces de l'ordre, gonflées à bloc comme des coqs de village, sont entrées en scène avec la rage dans les yeux. Les bastonnades, les intimidations, les interpellations arbitraires, tout y est passé. Deuxième acte, la justification. Les mêmes autorités sont sorties à la télévision pour dire, c'est pour maintenir l'ordre public. C'est pour la stabilité du pays. C'est pour éviter les troubles. Ah, mes frères, vous voyez la magie? On vous frappe, mais c'est soi-disant pour votre propre sécurité. Mais ce qui rend cette affaire encore plus piquante, c'est la réaction du clan Eto'o. Vous savez, dans ce pays, tout le monde a peur de parler trop fort. Mais cette fois, les proches de Samuel Eto'o ne sont pas restés silencieux. Non, ils ont décidé de monter au créneau. Comme des lions blessés, ils ont rugi contre ce qu'ils appellent une injustice flagrante. Ils ont dénoncé un acharnement politique, une chasse aux sorcières menée par des mains invisibles au sein même du RDPC. Et là, mes frères, la pièce de théâtre a pris une autre dimension. Parce que ce n'était plus seulement une histoire d'interpellation violente, c'était désormais un signal fort envoyé au régime, le clan Eto'o n'acceptera pas qu'on piétine son honneur. Ils ont sorti les communiqués, accordé des interviews, multiplié les prises de parole publiques. Mais mes frères, en réalité, leur discours la situation est beaucoup plus compliquée. Eto'o est loyal, parce que derrière ces interpellations, certains voient la main de clans rivaux au sein du parti. Alors pourquoi s'acharner sur son entourage? Des caciques qui supportent mal de voir Eto'o gagner en influence politique, de peur qu'un jour, sa popularité dépasse leurs petits fiefs électoraux qu'ils défendent comme des plantations de cacao.
D'autres disent que c'est une manière subtile de tester la solidité de son camp. Si ses proches se dispersent à la moindre secousse, alors il ne sera pas un allié fiable. Vous voyez la subtilité? On arrête quelques personnes, on les secoue un peu, et on observe, est-ce que le clan Eto'o se tait, ou bien est-ce qu'il réagit? Cette fois-ci, ils ont réagi. Et fort. Ce qui fait que la machine politique s'est retrouvée un peu embarrassée. Parce que, normalement, dans le Cameroun de Biya, les gens subissent en silence, avalent leur colère avec du maïs bouilli et passent à autre chose. Mais là, non. Le clan Eto'o a refusé d'être muselé. Et pendant que tout cela se joue, Samuel Eto'o lui-même reste dans une position délicate. Car il doit jongler entre deux rôles contradictoires, le fidèle allié de Paul Biya, qui doit montrer une loyauté sans faille, et le protecteur de son entourage, qui ne peut pas se taire pendant que ses proches se font humilier. C'est un numéro d'équilibriste, un vrai funambule qui marche sur un fil tendu au-dessus du vide. Un seul faux pas, et c'est la chute. Partie 2, l'ombre des luttes intestines au sein du RDPC. Mes frères, asseyez-vous bien, croisez les jambes, parce que ce que nous allons décortiquer ici n'est pas seulement une histoire de meeting ou de soutien politique. Non, c'est une affaire digne des meilleurs feuilletons camerounais, avec jalousie, calcul, couteau caché sous le pagne et sourire hypocrite devant les caméras. Oui, derrière les déclarations pompeuses de « soutien inconditionnel à Paul Biya », se cache une guerre froide qui brûle à petit feu dans les couloirs du RDPC. D'un côté, nous avons le clan des historiques, ceux qui étaient déjà aux côtés de Biya quand Samuel Eto'o courait encore derrière les ballons en plastique à Newbell. Ceux-là disent, qui est même cet enfant du ballon rond pour venir se mettre devant nous? Nous, on a porté le parti sur la tête, sous la pluie et le soleil, depuis des décennies. Et aujourd'hui, on va nous remplacer par un footballeur. Jamais. De l'autre côté, il y a les nouveaux stratèges, les jeunes loups aux dents longues qui voient en Eto'o un atout majeur, sa notoriété, son influence, sa capacité à mobiliser les foules. Eux calculent déjà, si Eto'o s'aligne derrière le président, ça attire la jeunesse, ça rassure l'international, ça fait danser les quartiers populaires. Laissez-le briller, ça profite au parti. Mais vous voyez le problème? Entre ceux qui veulent garder leurs privilèges comme des chefs traditionnels accrochés à leur trône, et ceux qui veulent moderniser le soutien au régime avec des stars médiatiques, ça se frictionne sévèrement. Et pendant ce temps, Eto'o lui-même marche sur un fil. Parce qu'au fond, il sait qu'il n'est pas complètement accepté. Quand il sourit en public, certains caciques du parti serrent les dents derrière. Quand il prend la parole pour dire « Paul Biya est mon champion », d'autres murmurent à voix basse « On connaît ton jeu, petit. Tu veux juste t'imposer pour mieux préparer ton avenir politique. » Mais attendez, le film n'est pas encore fini. Certains ministres, dans leur salon feutré, posent même des questions qui fâchent. Est-ce que ce n'est pas dangereux de donner trop de place à Eto'o? Si demain, il se retourne contre nous, il aura déjà bâti une base populaire que même les discours de René Sadi ne pourront pas calmer. Et oui, le calcul est profond, mes frères. Ce n'est pas seulement une question de loyauté, c'est une question de survie politique. Résultat, au RDPC, les réunions ressemblent parfois à des matchs de football sans arbitre. Les uns crient hors jeu, les autres réclament pénalty, pendant que le ballon politique roule entre les pieds des acteurs. Et Biya, lui, reste tranquillement assis dans les tribunes, observant ses enfants se disputer le ballon, avec ce sourire de vieux sage qui connaît déjà la fin du match. Mais mes frères, ne vous trompez pas, derrière les accolades et les chants de soutien, il y a des regards assassins, des poignées de main glaciales et des promesses de trahison qui mijotent en silence. Eto'o a mis le feu dans la maison du RDPC, pas avec des insultes, mais simplement avec sa présence. Parce qu'ici au Cameroun, parfois, ta seule existence dérange déjà ceux qui ont peur de perdre leur place au soleil. Partie 3, politique, qui gagne, qui perd, et l'impasse de l'opposition. Mes chers téléspectateurs de Camenews, asseyons-nous un peu et regardons bien la partie qui se joue. Parce qu'ici, le Cameroun politique ressemble à un match de football joué sur un terrain de boue. L'arbitre porte le maillot de l'équipe du RDPC, les supporters adverses sont coincés dehors, et malgré tout, on demande au MRC et aux autres partis, venez jouer, c'est équitable. Franchement, ce n'est plus un match, c'est un sketch. Le grand gagnant, le RDPC, champion des élections avant l'élection. Le premier qui sort vainqueur de cette stratégie, c'est bien entendu le RDPC. Avec ce calendrier bien huilé, le parti de Paul Biya est comme un joueur de belote qui connaît déjà toutes les cartes de la partie.
Ce n'est même plus du hasard, c'est du contrôle total. En maintenant les élections régionales avant les municipales, le pouvoir s'assure que ce sont les mêmes conseillers municipaux de 2020, tous acquis ou presque au RDPC, qui vont voter pour élire les 900 conseillers régionaux. Résultat ? Même si un parti d'opposition présente une liste régionale, il n'a pratiquement aucune chance de passer. C'est comme si vous envoyiez un mouton concourir dans une course de chevaux, on applaudit pour la participation, mais tout le monde sait que le mouton finit dernier. Le RDPC, en fait, a compris l'art du verrouillage, organiser les élections avant de laisser les électeurs changer. C'est un peu comme si un commerçant au marché disait « Payez d'abord, on vous montrera la marchandise après ». 2. Le grand perdant, le MRC, piégé par son propre boycott. Maintenant, parlons du grand perdant, le MRC de Maurice Kamto. Ici, mes frères, la satire se transforme presque en tragédie grecque. Parce que ce parti, en 2020, avait cru malin de boycotter les municipales pour protester contre le système électoral. L'idée semblait noble, on ne va pas légitimer une mascarade. Mais voilà, 5 ans après, ce boycott est devenu un piège électoral permanent. En se retirant du jeu local, le MRC s'est auto-exclu du corps électoral qui décide aujourd'hui des régionales. Résultat, pas un conseiller municipal MRC, pas un électeur MRC pour peser dans la balance des régionales. C'est comme quelqu'un qui refuse d'entrer dans le bus parce qu'il est trop sale, mais qui se rend compte plus tard que c'était le seul bus qui menait à sa destination. Moralité, quand tu rates ton taxi à Bonaberry, ne t'étonne pas de marcher jusqu'à Dedo à pied. Et aujourd'hui, l'opposition crie au scandale, mais le pouvoir répond simplement, c'est vous-même qui avez refusé de jouer en 2020, pourquoi vous plaignez-vous maintenant ? 3. Les voix qui crient dans le désert, société civile et militants en colère. Heureusement, il reste quelques voix courageuses pour dire la vérité nue. Dans les colonnes de Jeune Afrique, des figures comme Rebecca et Nonchon parlent de « tricherie flagrante ». Et franchement, cette expression dit tout, c'est comme surprendre un élève avec une anti-sèche énorme collée sous sa table, et qui ose encore lever la main pour dire « Maître, je n'ai rien fait ». De son côté, Guiwan Bokuat, militant de la société civile, résume bien la situation, le jeu démocratique est faussé depuis la base. Voilà. Si la fondation est pourrie, est-ce qu'on peut espérer que le toit tienne debout ? C'est comme construire une maison en banco pendant la saison des pluies, à la première averse, tout s'écroule. Et puis, l'avocat Christian Timban Bomo ajoute une phrase qui fait mal, 2 élections régionales successives auront été organisées avec le même corps électoral issu des municipales de 2020. Autrement dit, au Cameroun, la politique est en pause depuis 5 ans. Le film est figé, mais le spectateur est toujours obligé de payer son ticket. 4. Le piège institutionnel, quand la décentralisation recentralise. À la base, mes frères, la décentralisation devait être une solution magique. On nous avait dit, on va rapprocher le pouvoir des citoyens, donner plus de responsabilités aux régions. Mais dans la pratique, c'est devenu le contraire, un outil pour concentrer encore plus le pouvoir à Yaoundé. Parce que si les conseillers régionaux ne sont qu'une photocopie des conseillers municipaux déjà acquis au RDPC, alors à quoi bon parler de représentativité ? C'est comme si vous promettiez à vos enfants qu'ils pourront choisir leur repas, mais au final, vous leur imposez le même de les réchauffer depuis 3 jours. On appelle ça donner l'illusion du choix, alors que le plat est toujours le même. 5. Le paradoxe camerounais, démocratie sans alternance. Le Cameroun a inventé une nouvelle forme de gouvernance, la démocratie sans alternance. Oui, il y a des élections, oui, il y a des bulletins, oui, il y a des urnes. Mais tout cela ne change rien, car le vainqueur est connu avant le début de la partie. C'est comme organiser un concours de beauté où le jury est composé uniquement des tantes de la candidate favorite. Même si les autres sont plus belles, la gagnante est déjà élue d'avance. Résultat, le RDPC garde ses positions, l'opposition reste spectatrice, et les citoyens regardent le spectacle avec un mélange de résignation et d'amusement amer. Partie 4. Mes chers téléspectateurs de Camé News, arrêtons-nous un peu, posons le sac et regardons le film au ralenti. Parce que là, vraiment, le scénario politique camerounais ressemble à une partie de ludo jouée par des grands enfants têtus, le RDPC tient le dé et les autres regardent, bouche ouverte, en espérant que la chance tourne. Mais vous savez, au Cameroun, le dé n'a pas 6 faces, il a une seule face, et c'est toujours, si, au bénéfice du même joueur. Voilà pourquoi la question se pose, quelle riposte ? Quelle stratégie pour ceux qui veulent encore croire à l'alternance ? 1. L'option juridique et médiatique,
aller au tribunal, avec un parapluie. La première idée qui revient souvent, c'est la plainte, les recours, les contentieux. Oui, l'opposition peut saisir le Conseil constitutionnel, déposer des réclamations, exiger la transparence sur les collèges électoraux. Mais attention, au Cameroun, porter plainte contre le régime, c'est comme aller vendre la glace en plein harmattan. Tu arrives avec ton produit, le soleil fonce sur place, et quand tu ouvres ton panier, il ne reste que l'eau chaude. Bref, juridiquement, le chemin existe, mais il est miné. Les opposants peuvent toujours déposer leur dossier, mais la probabilité de succès est égale à celle de voir un python grimper un cocotier sans effort. Pourtant, même si ça ne marche pas, ça laisse des traces dans l'opinion, ça occupe l'espace médiatique et ça empêche le pouvoir de faire comme si tout allait bien. 2. Revenir au terroir, reconstruire à la base comme on refait un champ. Ici, mes frères, il faut dire la vérité, l'opposition camerounaise ressemble parfois à un footballeur qui veut marquer des buts sans jamais quitter le rond central. Tout le monde vise la présidence, tout le monde rêve du fauteuil d'Etoudi, mais personne ne veut labourer les petites communes perdues dans la brousse. Or, c'est là-bas que tout commence. C'est dans les petites mairies que l'on fabrique les grands électeurs. Regardez bien, en boycottant les municipales de 2020, certains partis ont abandonné le terrain, et maintenant, c'est ce même terrain qui produit les électeurs des régionales. Moralité, qui néglige le champ finit par acheter le manioc à crédit chez le voisin. Donc, stratégie claire, il faut redescendre au village, recruter des conseillers municipaux crédibles, s'occuper des communautés locales, parler aux chefs traditionnels, montrer qu'on peut gérer les petites affaires avant de rêver gérer l'État. 3. Les alliances citoyennes. Quand le peuple se met debout, même le python a peur. Un autre chemin, c'est de dépasser les querelles de chapelle. Parce que l'opposition camerounaise est comme un tas de poissons fumés dans la marmite, chacun veut sortir sa tête le premier, mais à la fin, ils cuisent ensemble. Si chaque petit parti continue de jouer solo, il ne restera d'eux que des os secs. Il faut donc construire de vraies alliances, avec la société civile, avec les entrepreneurs, avec les intellectuels, avec les jeunes connectés qui passent leur nuit sur Twitter et TikTok. Quand on voit une figure comme Rebecca et Nonchon prendre la parole et dénoncer la tricherie flagrante, cela veut dire que la colère dépasse les cercles politiques classiques. Une colère sociale peut donner naissance à un front citoyen puissant. Et quand le peuple se met debout, même le plus grand python de la forêt préfère se cacher sous les feuilles. 4. La stratégie internationale, crier au-delà de la clôture. Certains diront, bon, on va encore appeler les Blancs. Eh bien oui, ça reste une arme. Mais il faut arrêter de croire que les partenaires étrangers viendront sauver le Cameroun avec une baguette magique. Non. Par contre, mettre la lumière sur la mécanique électorale, exposer calmement les faits devant l'Union africaine, la francophonie, ou encore les bailleurs, ça peut embarrasser le régime. Parce qu'au fond, le pouvoir camerounais aime bien l'image d'un pays stable et respecté. Quand on montre que la décentralisation est devenue une centralisation déguisée, ça casse le vernis. Mais attention, l'appel à l'international, c'est comme le piment dans la sauce. Un peu, ça relève le goût. Trop, ça brûle et on ne mange plus. Donc il faut l'utiliser avec intelligence. 5. La patience stratégique, savoir attendre pour mieux frapper. Enfin, il y a la patience. Parce que la politique, c'est comme la chasse à l'éléphant, si tu tires trop tôt, tu rates et tu finis écrasé. L'opposition doit accepter que certaines batailles sont perdues d'avance, mais ça ne veut pas dire que la guerre est finie. Les municipales de 2026 deviennent donc le prochain vrai terrain de lutte. Et d'ici là, il faut travailler les consciences, former des équipes, préparer des listes locales solides. Si l'opposition se contente de crier sans construire, en 2026, elle sera encore spectatrice. En résumé satirique. Au Cameroun, la démocratie est devenue une pièce de théâtre où les acteurs secondaires refusent d'apprendre leur texte, et où le metteur en scène écrit toujours la fin à l'avance. Mais rien n'empêche les figurants de se révolter, d'improviser, de forcer le public à voir un autre scénario. Car un verrou, même bien huilé, finit toujours par rouiller quand on y met la pression. Conclusion. Le Cameroun est à la croisée des chemins, une décentralisation qui devait rapprocher le pouvoir du peuple est d'aujourd'hui utilisée pour le verrouiller. Ce n'est pas seulement un jeu d'arithmétique électorale, c'est la démonstration qu'un calendrier, une date, un décret peuvent devenir des leviers de pouvoir plus puissants que les urnes elles-mêmes. Comme le dit une voix entendue dans l'enquête, quand la base est faussée, toute la maison politique vacille. Avant de partir, que pensez-vous personnellement ?
Est-ce de la ruse politique normale ou une tricherie institutionnelle? L'opposition doit-elle participer au municipal de 2026 ou les boycotter encore? Écrivez vos arguments en commentaire, on lira les meilleures contributions dans notre prochaine vidéo. Si vous voulez que Kame News poursuive ses investigations, likez, partagez et abonnez-vous. On continue à fouiller, à vérifier, et à dire tout ce que d'autres taisent. Même.